Euh, Bienvenue et bonjour à toutes et tous. Donc, un petit mot pour présenter notre association qui s'appelle Histoire et Mémoire de Maison Blanche, qui a été créée en juin 2019 et dont les objectifs sont de recueillir, conserver et transmettre les petites histoires de Maison Blanche qui constitue l'histoire de l'hôpital de Maison Blanche dans l'histoire de la psychiatrie. Donc, en fait, je voulais peut-être aussi cette fois-ci vous présenter un peu l'hôpital de Maison Blanche qui se trouve à Neuilly-sur-Marne, en banlieue parisienne, qui a été créé en 1900 et qui a reçu, accueilli et traité des patients jusqu'en 2012. Ensuite, ce qui a été fait, c'est que le parc de Maison Blanche, où il y avait les différents services, ont été vendus et des promoteurs sont en train de construire donc des immeubles et c'est le nouveau quartier qui s'appelle le parc de Maison Blanche. Et il reste quelques bâtiments de la création de l'hôpital de Maison Blanche, c'est-à-dire en 1900, c'était les architectes Morin-Goustio. Dans le déroulé, vous verrez quelques images de l'hôpital de Maison Blanche. Et il y a aussi un pavillon qui est très particulier et qui est d'une facture très belle, qui s'appelle le pavillon normand et qui était le sanatorium et pour lequel, suite à une pétition et à l'association des résidents de Maison Blanche, le pavillon normand va être préservé. Donc, c'est aussi une de nos fonctions en tant qu'association d'essayer de préserver aussi les bâtiments. Donc, il faut que vous sachiez que on a un site sur lequel il y a énormément de documents. C'est un peu la brocante de l'histoire de la psychiatrie parce que c'est un peu en vrac. Mais bon, il y a beaucoup d'éléments. On vous donnera les coordonnées, enfin, on vous donnera le lien du site de Histoire et Mémoire de Maison Blanche. Alors sinon, cette conférence, en fait, c'est la reprise de la conférence du 29 mars 2021 qui nous avait été suggérée par Tourisme 93 et c'est dans le contexte du mois des droits des femmes que ça avait été décidé. Donc là, on va parler de Constance, de la doctoresse Constance Pascal et donc qui est un personnage qui mériterait à tout le moins qu'on en fasse un film. Et donc, elle a vécu de 1877 à 1937, date de sa mort. Elle était encore en fonction à l'hôpital de Maison Blanche et donc elle y est décédée. Donc, on abordera l'histoire de Constance Pascal sous différents angles, en respectant malgré tout la chronologie. Donc, ça a peut-être un peu cette lourdeur-là, mais bon, c'était ce qui a été, voilà, plutôt, ça s'est présenté comme ça. Donc, c'est tout d'abord sa vie personnelle, qui est tellement extraordinaire, et qui a été inconnu et caché, on peut dire, jusqu'en 2001, compte tenu des lois et des mœurs de l'époque, durant la Troisième République, où, entre autres, la femme n'a pas le droit de vote, elle n'a donc pas de droit politique, et elle a un statut de mineure. Et donc, c'est en 2001
qu'on apprend par sa fille, qu'elle a eu une fille, justement, qu'elle n'a jamais reconnue, voilà, mais qu'elle a adoptée. Sa fille Jeanne, donc, a vécu de 1916 à 1906, et elle ne s'est autorisée à divulguer son secret qu'en 2001. C'est-à-dire, c'est dire le poids de la culpabilité et de la faute, aussi bien pour Constance Pascal que pour Jeanne. Donc, c'était un secret bien gardé entre Constance Pascal et Jeanne. Et on peut penser aussi que c'était le grand chagrin d'amour entre guillemets, hein, puisqu'elle a fait un livre qui a ce titre-là. Donc, c'était le grand chagrin d'amour de Constance, puisqu'elle ne pouvait épouser le père de sa fille, lui-même marié. Donc, la vie personnelle, sa vie professionnelle, qui a été vraiment la chose la plus importante pour elle, qu'elle a consacrée à la recherche en permanence, à l'étude, et tout en étant en osmose avec toutes les découvertes et recherches de son époque. Elle était en lien, d'ailleurs, elle possédait 4 langues, elle était en lien avec Kraepelin, donc qui était un psychiatre, Freud, Bleuler. Elle a aussi mis en pratique l'hygiène, elle a évoqué aussi la génétique, elle a fait des expérimentations comme elle se faisait à l'époque, en utilisant toutes sortes de produits, cocaïne, péyole, tétère, etc., comme ça se faisait aussi à la même époque, dans les débuts des années 30, fin des années 20 à Sainte-Anne. Elle a rédigé énormément d'articles, écrit plusieurs livres. Dans les services où elle va, elle humanise les services qui sont dans des états terribles. Elle introduit donc les règles d'hygiène et elle est, comment dire, célébrée dans la presse aussi. Il y a beaucoup d'articles et elle laisse les journalistes venir. Et il faut savoir qu'elle créera un des premiers instituts médico-psychopédagogiques de France à Chalon-sur-Marne à l'époque. Elle est aussi intéressée par le cinéma, puisqu'au moment où elle allait mourir, elle voulait faire un film avec Paul Painlevé, Jean Painlevé, et également dans la même veine, puisque si je puis dire, elle a créé à Maison Blanche un centre de transfusion sanguine. Donc c'est dire si ces centres d'intérêt étaient vraiment multiples et elle était ouverte à tout ce qui se passait et elle connaissait tout ça. Alors elle était aussi, comment dire, assez en avance, hein, puisque elle disait, c'est le discours actuel d'ailleurs, elle disait qu'un patient hospitalisé est un échec et que les soins n'ont pas été assez précoces. Bon, c'est un discours qui est très prônée actuellement. Voilà. Elle a été aussi confrontée à l'encombrement des hôpitaux psychiatriques. Enfin, jusqu'en 1937, on appelait les asiles. Elle a été confrontée aux encombrements et à l'époque, les patients étaient transférés en province. Or qu'actuellement, un petit clin d'œil, enfin qui n'est pas très réjouissant, actuellement, le manque de lits est résolu par la fermeture de lits et l'encombrement est dans les lieux de consultation, mais en sachant qu'il y a toujours des transferts de patients en Belgique, entre autres. Ensuite, il y a sa vie politique. Elle est proche des milieux de Dreyfusard. Elle s'inscrit à l'Union pour la vérité, participe au débat des universités populaires et en 1937, elle adhère au PS et aide des résistants allemands à rejoindre les brigades internationales. Ensuite, à son engagement, pour finir son engagement féministe, qu'elle agit par la réalisation de sa carrière,
puisque là, jusqu'alors, la carrière de psychiatre des hôpitaux de la Seine était vraiment réservée aux seuls hommes. Et elle a aussi écrit un article dans un journal sur le droit, sur la femme, sur le droit pour la femme de voter. Ça, c'était en 1919. Voilà. Après, il y a aussi à l'époque quelqu'un qui s'appelle Madeleine Pelletier, dont elle était un petit peu comme la face inversée, enfin, comme s'il y avait le négatif et, voilà, et le positif, et dont elle ne parlera pas, semble-t-il, alors qu'elles ont travaillé ensemble. Et voilà, donc c'est quand même assez étonnant que ce silence par rapport à Madeleine Pelletier, qui a eu un rôle tellement important pour que justement les femmes puissent accéder à l'internat des asiles de la Seine. Voilà, puis après, donc il y a l'oubli. Pourquoi l'oubli? Félicia Gordon, donc qui lui a consacré une biographie, se demande si c'est pas ce qu'elle voulait, d'être oubliée. Voilà. Sinon, avant de passer la parole à Françoise Simon, qui a été psychologue clinicienne, psychothérapeute à l'hôpital de Maison-Blanche dans le service du docteur Mignot, Anne-Marie Garnier, qui a été directrice de l'Institut de formation de soins infirmiers Théodore Simon, et Odette Vax, ancienne chef de service à l'hôpital de Maison-Blanche également. Voilà. Donc sinon, je voulais vous dire que la conférence est enregistrée, que pendant la conférence, il vaut mieux couper, enfin, il faut couper les micros et les caméras, c'est mieux, et que vous pourrez poser vos questions. Alors, je ne sais pas si on pourra échanger, compte tenu que ça va être assez long et que là, je déborde déjà, mais sur conversation, enfin sur discussion, vous pouvez poser des questions, voilà, et nous, on vous mettra le lien du site où on essaiera de vous répondre. Voilà, donc je vais passer la parole à Françoise Simon, et comme dit l'autre, et la nave va. Voilà. Bonjour, donc on va découvrir ensemble Constance Pascal, ce prénom et ce nom qui est un prénom. Donc on vous propose d'explorer et surtout d'illustrer, il y a beaucoup de documents, son histoire personnelle et professionnelle, et questionner son oubli dans le champ de la psychiatrie, en espérant que, même si elle voulait se faire oublier, nous on a envie qu'elle soit reconnue et qu'on parle d'elle, et qu'elle trouve une place méritée dans l'histoire de la psychiatrie et dans la lutte féministe. Au travers de la recherche qu'on a faite autour de Constance Pascal, qu'on a découverte aussi, parce que tout en ayant travaillé à Maison-Blanche, on la connaissait à peine, et même pas, presque pas de nom. Et donc, on s'aperçoit qu'elle a rencontré dans son parcours des femmes tout à fait remarquables et des grands hommes aussi. Et donc, on va vous les présenter au travers de son parcours, donc de tous ses prénoms, Mathilde, Jeanne, Madeleine, Aimée, Suzanne, Félicia, Margaret, tous ces prénoms autour de Constance, et puis les prénoms de les Justin, Victor, Edmund et Pascal. Donc Pascal, ce prénom qui est un nom et qui est un prénom transmissible aux hommes et qui va parcourir les générations futures au travers de la famille de Constance. Donc, les 20 premières années, c'est les années roumaines. Constance Pascal, elle naît le 25 août 1877 à Pitești, qui est une petite ville de Valachie, qui a une centaine de kilomètres au nord-ouest de Bucarest. Elle dit que c'est une des plus jolies villes de province de chez nous. Elle dit de chez nous, la Roumanie, qui est un des plus beaux pays d'Europe. Ah, ça va déjà un peu vite. Et voilà, et voilà.
Excusez la technique. Et donc, vous voyez où est Pitesti, au nord-ouest de Bucarest. Et elle dit le seul endroit où l'on peut rêver librement, où la campagne garde encore toute sa poésie. Voilà. Ses parents s'appellent Ion et Elisa. Ils sont propriétaires terriens. Pardon. Son frère s'appelle Trajan et il a 3 ans de plus qu'elle. Les 2 enfants sont élevés dans la tradition patriarcale et religieuse orthodoxe. La petite Constanza est très intelligente. Elle voudrait continuer d'étudier comme son frère, qui lui a poursuivi sa scolarité au lycée de Bucarest. Mais le père n'est pas d'accord, il s'y oppose. Seul le fils avait le droit de s'instruire. Donc lui, après le lycée, il a fait une école militaire, il est devenu général. Ion et Trajan sont décrits comme des tyrans dans leur famille. Constanza donc reste à Pitesti et à 14 ans, son père meurt, donc en 1891. Et pour elle, finalement, c'est une porte qui s'ouvre. Elle est placée dans un institut, internat, Miller, où elle peut enfin étudier. Et donc, avec acharnement, elle fait le programme secondaire en 3 ans et demi. Elle dit qu'elle fait 2 classes en une année et elle obtient le bac avant ses 18 ans. Quand elle a fini sa scolarité, donc elle retourne en famille et elle dit qu'elle a envie de faire médecine. Et le conseil de famille, il y a eu une constitution d'un conseil de famille parce que la mère ne prenait pas de décision pour ses enfants, c'était le conseil de famille. Donc le conseil de famille refuse. Donc elle retourne chez Miller et cette fois-ci, elle y retourne en tant qu'enseignante de minéralogie, de chimie et pour gagner des sous. Et au bout de 2 ans, elle revient. Et là, elle obtient enfin l'autorisation de partir à Paris pour faire ses études de médecine. Et une de ses tantes, Boudistianou, financera ses études. Donc, elle prend le train Orient Express qu'on voit ici, là, et après 32 heures de voyage, elle arrive à Paris. Donc, les 10 années suivantes, ce sera les années jusqu'à sa naturalisation. Elle écrit en 1912 une lettre à son frère pour dire tout ce qu'elle a ressenti de cette inégalité entre le traitement entre une fille et un garçon. Et on va écouter la lettre qu'elle écrit à son frère. Lettre de Constance à son frère Trajan, 1912. Jusqu'à 14 ans, j'ai travaillé seule à Pitesti, tant bien que mal, plutôt mal que bien. J'avais soif d'instruction, mon père ne voulait pas que j'étudie. Il disait qu'il fallait instruire seulement toi. Quels sont les devoirs des parents envers leurs filles? Pourquoi autorisent-ils qu'elles n'étudient pas plus loin que l'école primaire? Elles sont engraissées jusqu'à leur mariage, sans qu'on leur reproche la nourriture qu'elles consomment. Elles sont habillées en poupées pour aller au bal et chasser les maris, sans qu'on leur reproche l'argent dépensé pour les vêtements. Elles reçoivent une dot, sans qu'on leur reproche, et leurs parents sont heureux de donner leur argent à leurs filles. Dans ma famille arriérée, mon instruction a été une parure inutile qui a coûté cher. Si j'étais restée avec ma mère, et si je m'étais mariée avec un officier de cavalerie, on aurait dépensé le triple et jamais tu ne me l'aurais reproché. Tu vis au Moyen-Âge. Tu comprends comment j'ai travaillé? Combien j'ai eu de la peine à gagner mon pain dans un pays étranger, moi, femme seule, sans aucune relation ou sans autre chose que mon travail? Toi, intelligent, tu parles, tu te vantes de gagner ton pain depuis l'âge de 16 ans. Sens-tu le ridicule de cet orgueil puéril? Sens-tu combien tu fais peu preuve d'observation sociologique? As-tu jeté un coup d'œil sur la société? N'as-tu pas vu que toutes les écoles, toutes les fonctions sont largement ouvertes aux hommes seulement? Surtout il y a 20 ans. Que n'importe quel imbécile du sexe masculin qui sait un peu lire et écrire peut entrer dans une école de l'État. Quel mérite d'être un homme! Donc, en arrivant à Paris, elle se prend une chambre près de la faculté de médecine. Voilà, la faculté de médecine qui est rue de l'école de médecine, peut-être déjà à l'époque. Et ça, elle prend une chambre rue Monsieur le Prince.
Et là, elle rencontre des étudiants roumains et fait la connaissance. Donc, la première grande rencontre qu'elle fait en arrivant à Paris, c'est Mathilde Salomon, qui est à ce moment-là directrice du collège Sévigné, qui est juste à côté. Mathilde Salomon, elle, est née en 1837 à Phalsbourg, dans une famille lorraine juive, pratiquante et aisée. Elle est l'aînée de 14 enfants, dont 10 ont survécu. Elle est affectée d'une grave infirmité physique décrite minuscule et bossue, ce qui la rendait inapte aux tâches féminines, entre guillemets, et impossible à marier. Donc, c'est une brillante élève qui obtient le brevet élémentaire à Phalsbourg et y est institutrice. Et après, à 18 ans, elle souhaite aussi quitter sa ville. Et avec le soutien de son instituteur et contre l'avis de son père, elle part donc à Paris en 1855. À Paris, elle obtient le brevet supérieur, poursuit ses activités d'enseignement et dirige à partir de 1883 le collège Sévigné jusqu'à sa mort en 1909. Voilà le collège Sévigné à l'époque, puisqu'il a déménagé depuis. Il avait été créé donc le 3 novembre 1880, juste avant la loi Camissé, qui est du 1er décembre, qui est donc la loi Camissé qui ouvre l'enseignement secondaire aux jeunes filles. C'était l'équivalent de l'école alsacienne qui avait été ouverte aux garçons en 1874. Et toute sa vie, Mathilde va œuvrer pour la promotion des femmes par l'instruction. Elles deviennent amies toutes les deux et Mathilde lui procure des surveillances de réfectoire. Là, on la voit toute petite au milieu des élèves et des cours. Plus tard, Jeanne y sera élève toute sa scolarité. C'est donc la rencontre de deux femmes très intelligentes qui ont quitté leur famille pour poursuivre des études supérieures. Dans l'entourage de Mathilde Salomon, Constanza côtoie les femmes agrégées qui y enseignent, c'est-à-dire des anciennes élèves deviennent profs et qui sont, dont une qui a écrit beaucoup sur elle, qui s'appelle Lévesque, je ne sais plus son prénom. Et puis des professeurs très connus, donc comme enseignant, il y a Alain qui a enseigné de 1906 à 1908 et qui faisait des cours de pédagogie infantile. Jean Jaurès, et puis la philosophie, bien sûr, et Jean Jaurès, qui enseignait la philosophie, Émile Duclos, qui était directeur de l'Institut Pasteur et vice-président de la Ligue des droits de l'homme, qui enseignait sans doute physique-chimie, chimie, et tous militent pour sensibiliser l'opinion sur l'affaire Dreyfus. On voit que dans les archives à droite, il y a un article consacré à Mathilde Salomon. Et Mathilde publie le 21 juin 1898 dans l'Aurore, la lettre d'une institutrice, quelques mois après l'article d'Émile Zola, J'accuse, qui était paru le 13 janvier. Elle y défend ses idées pédagogiques fondées sur la tolérance et l'esprit critique. Constance baigne dans ce milieu d'intellectuels engagés. Elle adhère à l'Union, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'Union pour la vérité, fondée par Paul Desjardins, qui était prof à Stanislas, puis à Sèvres, et participe au débat dans les universités populaires avec Alain. Une autre rencontre très importante pour Constance, c'est Jeanne Streicher, née en 1880, qui est une des premières femmes agrégées en France, reçue 3e à l'agrégation de lettres en 1904. Jeanne la décrira plus tard, grande, mince, un peu voûtée, à force de rester penchée sur les livres, son visage buriné rappelait celui de Voltaire, dont elle avait les yeux vifs et pénétrants. Elle évoque aussi la peinture des frères Lenain par rapport à sa façon de se tenir. À Sèvres, Jeanne Streicher a été l'élève du linguiste Ferdinand Bruno, qui fut maire aussi du 14e arrondissement de Paris. On va voir qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le 14e. D'ailleurs, Jeanne y habitait. Et elle collabora avec lui et lui succéda comme professeur de langue et de littérature française à Sèvres. Ferdinand Bruno donc, et Jeanne Streicher ont cherché une pédagogie renouvelée du français comme langue pour les filles, sachant qu'à l'époque, les filles ne pouvaient pas apprendre le latin comme les garçons. Jeanne Streicher était une femme très stricte, décrite très stricte et très sévère, et ses élèves la surnommaient Strick. Strick ou Strich? Strich, il faudrait demander à Margaret. Strich, qui détestait les enfants, restera l'ami de Constance jusqu'à sa mort. Autre rencontre
la rencontre dont tu parlais tout à l'heure, Madeleine Pelletier, donc en 1902, un petit mot sur Madeleine Pelletier, elle se rencontre probablement pas en 1902, mais en 1902, Madeleine Pelletier est donc la première femme à se présenter à l'internat des asiles. On sait que le règlement donc, de l'internat des asiles ne récusait pas les femmes de façon explicite, mais il leur était impossible de se présenter car il fallait avoir les droits, disposer des droits civils et politiques. Donc, ils n'avaient pas le droit de vote. Suite donc, à leur refus de se présenter, Madeleine Pelletier organise une campagne de presse donc, dans La Fronde, qui est un journal féministe, donc dans La Fronde du 24 décembre 1902. Et en 1903, un arrêté permet de se présenter sans distinction de sexe ni de nationalité. Donc, on peut dire que Madeleine a ouvert la voie à Constance. Donc, elles sont reçues toutes les deux en 1903. Voilà les deux femmes, Mademoiselle Pascal et Mademoiselle Pelletier. Et le 1er janvier 1904, La Fronde rapporte ce double succès où Constance Pascal est laissée au second plan derrière Madeleine. Ils écrivent « Les examinateurs ont même admis une deuxième femme, Mademoiselle Pascal, jeune étudiante roumaine. » Pour finir sur Madeleine Pelletier, elle renoncera à la psychiatrie pour devenir médecin généraliste à Paris 14e. Et il y a peu de temps, il y a eu une plaque dans la maison où elle a travaillé. Alors, il est très étonnant de voir que c'est marqué la doctoresse Madeleine Pelletier. Je pensais qu'elle voulait que ce soit marqué le docteur Madeleine Pelletier parce qu'elle refusait, elle, toute idée de femme. Donc, je suis très étonnée, en fait, de voir après coup cette plaque. Il faudra en discuter. Et elle poursuit ses activités militantes féministes jusqu'au bout et elle meurt en 1939 à l'asile de Vaucluse. Pour en revenir à Constance, elle fait son premier stage d'internat à Vaucluse dans le service du docteur Dupin, division des femmes, et elle fréquente le laboratoire du service du docteur Vigouroux. Et là, on la voit tout à fait charmante. Alors, un journaliste, voyant qui a dû prendre cette photo, écrit en 1904, « Mademoiselle Pascal est étrangère comme beaucoup de femmes médecins. Elle est roumaine. Ses grands yeux noirs rappellent son pays. Sa manière de parler ferme et précise indique une dose d'énergie dont elle a toujours fait preuve. Son extérieur est fort agréable. Elle est toujours vêtue de noir qui lui sied à merveille. Quant à sa coiffure, un chignon fait avec soin et 2 bandeaux bien arrangés nous prouvent qu'une certaine coquetterie et l'esthétique physique ne sont pas incompatibles avec la science. » Alors, effectivement, on voit qu'elle est très jolie, très bien coiffée, que dans la main, on peut se demander ce qu'elle a dans la main. Si c'est une pelote de laine, eh ben, on va voir ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de faire une nécropsie. Et on a flouté délicatement le visage de la morte parce que cette photo est particulièrement crue. Donc, on imagine que c'est le journaliste qui a écrit, qui a pris cette photo. C'est pas elle. Et à la fin de son stage, le docteur Dupin n'a que des éloges à adresser à Mademoiselle Pascal pour son zèle et son dévouement. Puis, elle passe à Villévrard et elle va à la maison de santé de Villévrard, au pensionnat où il y a 3 classes, dans le service du docteur Paul Sérieux. Quelques années avant que n'y séjourne Camille Claudel, qui sera en 1913, Comitas en 1919, Artaud en 1939. Le 7 juin 1905, elle fait sa thèse sur les formes atypiques de la paralysie générale sous la direction de Paul Sérieux, obtient la mention très bien et la médaille de bronze de la faculté de médecine. Et en 1906, le prix Moreau de Tours. La thèse a été rapportée dans la presse comme un succès féministe. Et en 1907, après 10 ans de résidence en France, Constanza Pascal obtient la nationalité française et Francis son prénom. Donc, le prochain chapitre, c'est 1908-1927, donc c'est des asiles de province aux asiles de la Seine. En mars 1908, elle est la première et la seule femme à se présenter au concours de médecin adjoint des asiles publics de province où elle est reçue, malgré une campagne d'aliénistes défendant l'idée qu'une femme n'a pas la force physique et morale pour s'occuper de malades mentaux et présentant l'argument que les femmes n'ont pas tous les droits civiques des hommes. Et Félicia Gordon illustre
Je suis heureuse Ah oui, c'est une lettre de de voir Mathilde de votre Salomon. succès. Un succès qui grandira pour vous d'abord, tant l'affection, mes chers, tant la nature riche, aimante et gracieuse m'a conquise. Et pour la cause des femmes ensuite. Vous êtes féministe comme j'aime que l'on soit, en agissant, non en réclamant. Donc, c'est suite à ce succès qu'elle écrit ça. Et donc, en 1908, elle obtient son premier poste à Clermont-de-Loise et l'arrêté de nomination est signé par Georges Clemenceau, qui était ministre de l'Intérieur et médecin et qu'elle connaissait. En 1908, c'est le plus grand asile privé de France et elle est nommée à Fitzjames. En 1914, il y a 2% des médecins qui sont des femmes, hein, pour l'information. Constance est donc à Fitzjames qui abrite des aliénés des deux sexes et des enfants. Elle écrit: quand on entre dans cet asile, on éprouve une impression sinistre. Les asiles doivent être riants, donner l'idée d'un lieu de repos où le malade, quel qu'il soit, vient se refaire et séjourner après la catastrophe ou le surmenage qui ont eu raison de sa raison. Celui-ci donne l'impression d'un bagne. Donc, elle va interdire les châtiments corporels, supprimer l'usage de la camisole de force. Elle cherche à inculquer plus de douceur à son personnel, fait nommer une femme à la tête du service infirmier des enfants anormaux. Et elle insiste sur l'importance du cadre de vie hospitalier, de l'hygiène et de la propreté. Elle était la première à introduire les serviettes hygiéniques dans les asiles de France. Alors là, c'est un modèle 1905 qu'on a trouvé sur Wikipédia. Il faut dire, à l'époque, les malades ne portaient pas de culotte, hein, c'est ça. Hein, ils n'avaient même pas de… Voilà. Et ils mettaient une chemise, chemise entre les jambes. À ce même moment, elle va travailler à la prison de la Roquette, qu'on appelait la Petite Roquette, et où il y a uniquement des enfants. Et si vous avez vu récemment le reportage sur LCP, c'était extraordinaire. On voit bien comment était… on sait pas, il faudrait voir ce qu'elle y a fait exactement, mais c'est très intéressant de voir ce document. En mars 1908, Constance publie un article sur Schumann dans le journal de psychologie normale et pathologique qui s'appelle « Les maladies mentales de Robert Schumann ». Et elle interroge la part de la folie dans la création artistique, s'opposant à la théorie de Lombroso sur le génie fou, c'est-à-dire est-ce qu'il faut être fou pour créer. Et donc, elle réfute l'idée d'une démence précoce et pose l'hypothèse de la paralysie générale. Elle écrit: son génie naît non pas d'un handicap, mais malgré cela. La flamme de son inspiration brille entre deux éclipses. Et cet article vient d'être récemment publié en anglais grâce à Felicia Gordon. En 1911, elle publie une étude sur la démence précoce. C'est vraiment un travail qu'elle fait au long cours, ouvrage de référence qui sera régulièrement republié. Le 26 juin 1911, elle est élue à la Société médico-psychologique comme membre correspondant. C'est la première femme française admise après 3 femmes étrangères. Un soutien de sa candidature dira: « Le charme féminin ne sera pas une nuisance au scientifique débat de votre compagnie. » Et elle sera admise à toutes les sociétés savantes de son époque. Cette année-là, paraît dans la presse un article où le journaliste loue sa beauté et sa bonté typiquement féminine. Il ajoute: son élégance peu commune, son opulente chevelure retenue au sommet par un large peigne d'or retombe en torsade de jais sur ses tempes d'une marmoréenne blancheur. Et dans cet article, il n'est pas question de ses qualités professionnelles. En 1912, elle reprend le train. Si on veut bien faire démarrer le train, chef de gare. Voilà l'Orient Express qui repart. Et elle prend une semaine de congé parce que sa mère est malade. Et donc, elle veut la voir. Et elle est empêchée de la voir parce que la famille craint qu'elle ait un choc émotionnel. Et donc, elle y va, mais elle ne peut pas la voir. Et sa mère meurt peu de temps après son retour. Et elle ne pourra pas se rendre aux obsèques.
il faut dire que depuis qu'elle avait quitté sa famille, Constance avait entretenu une correspondance avec sa mère et elle écrit, par exemple, sur cette correspondance, « Ces lettres avaient établi entre nous une grande intimité de cœur. Si tu savais, elle écrit à son frère, si tu savais comme ces lettres étaient bonnes et le bien qu'elles m'ont fait. » Mais donc, elle regrettera de ne pas pouvoir retourner aller à ses obsèques. En 1913, Constance envoie un rapport au ministère de la Justice préconisant la création d'hôpitaux scolaires pour les enfants handicapés, mais les propositions sont bloquées par le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Clermont est occupé par les Allemands en 1914. Les malades ne sont pas évacués, ils vivent dans des conditions terribles de privation alimentaire et d'hygiène. Le directeur réduit les dépenses pour l'entretien des malades qui souffrent du froid. Avec l'aide du personnel, elle ravitaille des soldats que l'intendance militaire a délaissés. Elle cache et soigne des soldats français, les aide à passer les lignes. Elle accueille et entretient des réfugiés chez elle, organise des collectes pour les prisonniers, fournit du matériel pour l'hôpital militaire voisin. Donc, on voit toute cette activité où elle prend quand même un certain nombre de risques par rapport à ses fonctions. Après la bataille de la Marne, elle reçoit des militaires victimes de chocs nerveux et étudie ces pathologies traumatiques. Et hors de l'asile, elle remplace le médecin généraliste qui a fui à l'arrivée des Allemands. Et à son retour, il lui reprochera d'avoir pris sa clientèle et fera interdire la poursuite de son activité. En 1915, Constance rencontre le général Justin Mangin, qui est né en 1856, commandant de la 6e brigade de l'armée cantonnée à Clermont. Justin a aussi un parcours méritant. Lui, il est né en Lorraine, à Colmay. C'est un fils d'instituteur. Il ira au lycée de Thionville, puis avec une bourse poursuivra sa scolarité à Paris au lycée Charlemagne et entrera à Polytechnique à 19 ans. Quand elle le rencontre, son épouse Marie-Gabrielle, qui souffre de troubles mentaux, est suivie. Elle sera hospitalisée en 1919, donc 4 ans après l'asile d'Évreux. En novembre 1915, Constance découvre sa grossesse qu'elle tait dans son entourage professionnel et familial. Professionnel, on s'en doute, et familial, elle a peu de liens avec sa famille, à part un peu avec son frère. Et le 1er avril 1916, elle prend un arrêt de travail pour une opération d'un kyste de l'ovaire et d'un kyste au rein, pour expliquer effectivement son état. Et elle séjourne à une clinique qui est dans le 14e et qui s'appelle la maison de santé du docteur Camille Landais. Et le 17 juillet 1916 naît Jeanne-Madeleine Marie, donc déclarée le 19 juillet par le médecin qui a assisté à l'accouchement et 2 témoins. Et Jeanne est née déclarée de père et de mère non dénommés et elle est placée en pouponnière, pépinière, dira plus tard Jeanne. Effectivement, c'est une bonne pépinière puisqu'elle va bien grandir. Jeanne Schrecher et Justin Mangin sont ses tuteurs, nommés marraine et parrain. Le 16 août 16, donc un mois après la naissance de sa fille, Constance reprend son travail à Clermont et elle est constamment surveillée pour savoir si elle a des contacts avec les hommes. Et là, on voit le point de vue de Félicia sur la situation à ce moment-là des femmes. Avant ça, personne n'en savait rien. Et ce que moi j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que Constance Pascal me semble incarne, de certains sens, les problèmes, les difficultés et les triomphes aussi des femmes douées à ce moment-là. Et la question d'avoir un enfant hors du mariage, alors ça, c'était vraiment la catastrophe. Ça aurait été la catastrophe vis-à-vis de sa carrière si ça avait été connu. Alors, on n'a que pensé à Marie Curie et tout ce qu'on disait d'elle après la mort de son mari. Elle est tombée amoureuse de, comment s'appelle-t-il? Langevin. Oui, Langevin. Et il y a une statue devant la Sorbonne à Langevin, oui, mais je n'en ai pas vu de Marie Curie. Ah oui, hein.
Alors, mais de toute façon, alors qu'elle était prix Nobel, déjà, elle était déjà oui, prix elle était Nobel déjà prix quand c'est Nobel, oui. arrivé, et ça a été Voilà. Mais enfin, un scandale incroyable. La presse populaire, les étrangères, les femmes, sans doute que les juifs. Ah oui, voilà, puis il y avait ça. Oui, ça, on disait ça, comme tout ça. Oui. Et alors, c'était affreuse. Alors, avec un exemple comme ça, alors, on ne s'étonne pas que Constance Pascal soit vraiment, avait vraiment du peur là, à ce moment-là. Elle avait aussi peur que sa fille soit victimisée. Ah oui, en plus. Ouais. C'est ça. Ouais. Il me semble que la grande triomphe, c'est que elle lui a fait réussir jusqu'au point où elle a fait. Enfin, c'était formidable. D'un point de vue d'éducation, de confiance. Enfin, elle avait beaucoup de confiance, votre mère. Oui. Donc, voici Marie Curie et Paul Langevin en référence. Et pour toutes ces raisons, Constance Pascal demande et obtient un détachement de 2 ans à Charenton. Donc, c'est son deuxième poste à la Maison nationale de Charenton. Elle a la fonction de médecin-chef. À ce moment-là, il y avait un seul médecin pour 600 malades. C'était le docteur Roger Mignot, qui était le seul qui était resté. Tous les autres médecins étaient partis au front. Et là, enfin, elle est contente et voilà ce qu'elle dit. Loin de miasmes de la vie provinciale. Oh, que je suis heureuse à Charenton. Quelle vie différente. Indépendance dans le travail, calme, respect, dignité. Je me retrouve. Le service m'appartient. Je fais ce que je veux. Et l'autre jour, j'ai présidé une commission militaire, fait unique dans les annales militaires, et c'était très intéressant. J'ai obtenu ce que j'ai voulu avec mes manières simples. Donc, Constance peut reprendre sa fille qui a quelques mois et qui vient donc vivre avec elle. Et comme beaucoup d'enfants qui vivent dans l'hôpital psychiatrique avec leurs parents, chefs de service. Et Constance crée une pouponnière pour les enfants des infirmières. Et c'est à la même époque aussi qu'elle qu'elle écrit. Alors, le seul article qu'elle ait écrit, c'est La femme française votera. Elle questionne le droit de vote des femmes en publiant cet article dans La Voix des communes. Donc, La Voix des communes, c'était les communes, entre autres, de Charenton, Ivry, Saint-Maur et Nogent. Et elle écrit cet article qui s'appelle, donc le 12 avril 1919, « La femme française votera-t-elle » Odette? Ce qui m'impressionne, c'est la force, je dirais, de la conviction qu'elle exprime dans cette période 1919, bon, qui est une période qui a suivi la guerre de 14, où les femmes ont joué un rôle considérable qui n'a pas été reconnu puisqu'on ne leur a pas accordé le droit de vote. Et il faudra une autre guerre, la Deuxième Guerre mondiale, pour qu'en 1945, enfin, la femme française puisse voter. Ouais. Bon, donc après elle quitte donc, elle était que pour 2 ans à Charenton, et donc son troisième poste est médecin directeur à Prémontré, où elle est la première femme médecin directeur. On voit l'asile de Prémontré qui a été bombardé, il était à 3 km du front, et dans son appartement de fonction, il n'y a ni eau ni électricité. Et pendant la guerre, sur les 1300 malades, 539 sont morts de malnutrition ou de typhoïde. Constance s'emploie à faire reconstruire les bâtiments et l'église dont il ne restait que des pans de murs et le clocher. Les conditions sanitaires restaurées verront diminuer la mortalité des années de guerre. Son frère, venu en France pour une mission, il était venu pour le traité de Versailles, lui rend visite avec son épouse.
Jeanne leur est présentée comme une orpheline recueillie sur les champs de bataille. De septembre 21 à février 22, elle est en arrêt de travail et elle fait une petite incursion à Maison-Blanche parce qu'elle ne supporte pas trop Prémontré. Et à Maison-Blanche, elle retrouve le docteur Paul Sérieux, qui lui y est depuis… il a dirigé la 3e section de 1908 à 1921. Et donc, elle passe quelques semaines dans son service. En 1920, déjà, on peut parler d'encombrement des services. Il y a 1500 malades pour 1200 lits. En 1922, donc elle quitte Prémontré et elle va à Châlons-sur-Marne où elle va rester 3 ans dans le service des femmes. Et là, elle loge dans une maison près de la ferme. On voit quelques photos là d'elle en blouse avec son équipe. En 22, elle crée des congés réguliers pour le personnel, elle crée une crèche, elle recrute du personnel infirmier et enseignant, elle crée un des premiers instituts médico-pédagogiques, les enfants l'appellent la bonne doctoresse, là on la voit avec les enfants. Et elle quitte, on voit après, le cadeau de départ des infirmières de Châlons. Elle serait bien restée, elle se plaisait beaucoup à Châlons, mais elle veut se rapprocher de Paris, donc elle demande encore un changement. Et là, on voit le cadeau de départ, on voit qu'elle aime les chiens. Et voilà. Et peu de temps après, avant son départ, Constance avait donc adopté Jeanne le 6 février 24. Elle l'adopte sans la reconnaître et lui donne son nom. Et cette possibilité d'adoption était possible depuis la loi du 19 juin 1923 qui rendait les mineurs adoptables suite à la guerre parce qu'il y avait 1 100 000 orphelins à l'époque et donc c'était pour effectivement qu'ils puissent avoir une famille. Alors que jusque-là, il n'était pas possible d'adopter un mineur. C'était 1 million, non? C'était pas 100 000. 1 million? Ouais. Oh. 600 000 veuves, on se demandait l'autre fois. Donc, Jeanne va rentrer au collège Sévigné en 1925 et donc en 25, Constance est la première femme reçue au concours de recrutement des médecins-chefs des asiles de la Seine et elle prend un poste à Moisselles. Donc, elle se rapproche encore un petit peu de Paris, enfin, c'est pas encore très près de Paris, mais bon, elle va y arriver. Et elle fait partie du jury de l'internat des asiles de la Seine. Elle y reste 2 ans. Et elle quitte Moisselles pour se rapprocher. Et c'est là qu'elle arrive à Maison-Blanche en 1927, où elle va rester donc 10 ans. Elle est chef de service, logée donc dans un élégant pavillon qu'on voit là à l'entrée de l'hôpital. Et donc en 27, pour info, Maison-Blanche accueillait 1700, il n'y avait que des femmes, 1700 femmes réparties en 4 sections, dirigées chacune par un médecin-chef. Et il y aura une 5e section avec l'ouverture du sanatorium en 1935. Donc, professionnellement, voilà, on va faire le côté professionnel. Elle dirige 4 sections avec énormément de problèmes d'encombrement. Dans son service, en 32, elle dit qu'il y a 552 malades pour 315 lits, quand même, ça fait beaucoup. Et elle loue le dévouement remarquable des infirmières. On va voir quelques photos de Maison-Blanche. Là, c'est l'internat dans les années, on ne sait pas, 1900… Au début, ça. Au tout début, oui, il n'y a pas d'arbres. Parce qu'il n'y a même pas les bâtiments. Oui, donc ça, c'est l'internat. Encore l'internat, là, c'est en couleur, là. Ça, c'est les pavillons Morin-Goustio, donc les premiers construits en 1900, hein, c'est ça, 1900. Ici. Vas-y. Et ça, c'est le château. Et on voit sur le château, sur le côté, enfin, il y a 2 et 2, hein, c'est ça, on voit les 4 bustes de part et d'autre de l'entrée, c'est 4 aliénistes, Esquirol, Phérus, Parchappe et Pinel. Après, on voit, voilà, le pavillon sanatorial
donc a été créée en 1935 où elle a pris la fonction de chef de service. Et c'est dans cet asile qu'elle déploie une très grande activité de recherche, comme le disait Chantal. Elle s'intéresse à la psychanalyse sans s'intégrer dans le courant psychanalytique naissant et ne la trouve pas indiquée pour les psychotiques. Elle écrit « La psychanalyse est inutilisable dans les asiles d'aliénés. Pour aborder le psychisme endolori de nos malades, nous avons utilisé l'analyse de plein air, simple conversation soutenue par la confiance et émaillée de mots dynamogènes. Nous avons surtout essayé de capter le conflit actuel et ses motifs. » Et il y a un article là, elle est quand même assez célébrée dans la presse, portrait de la doctoresse Pascal, signé Georges Ricou dans Le Petit Journal, qui est un des 4 plus grands quotidiens. À l'époque, il y a Le Petit Parisien, Le Matin et Le Journal, et donc Le Petit Journal. Et en 1932, Louis Roubaud, qui est journaliste à la revue Détective, va dans son service et fait tout un reportage. Enfin, il va dans plusieurs asiles de la Seine, dont Maison Blanche, et à Maison Blanche, il va dans son service et il fait tout un dossier avec des photos et des écrits, et vous allez entendre quelques-unes de ces observations. Arnaud, à toi. Pourquoi ça ne démarre pas? Avec la doctoresse de Maison Blanche, l'infirmière Major et le chien Toby, j'allais au pavillon des Folles d'Amour. Les vergers embaumaient la terre fraîche. Les voitures apportaient les œufs et le lait des fermes voisines de Villévrard. Dans les allées droites, les pensionnaires en corvée s'arrêtaient pour obtenir un bonjour de mademoiselle. Je grillais ma première cigarette. Toby prenait sa potion purgative de gazon frais. Notre journée, notre jardin, notre âme étaient en paix. Pourtant, c'était ici, à gauche, dans cette maison, qu'habitaient les tourments du cœur. En leur grand lit d'enfants s'éveillaient les héroïnes pâles et, avec elles, dans les mêmes draps rudes, les personnages de leurs romans. Ainsi, en leur grand lit d'enfants, les démentes d'amour ont emprisonné leurs cauchemars ou leurs rêves. Elles ont arrêté leur vie dans une extase. L'une d'elles, Marie-Louise B., semble avoir aperçu leur destin à toutes lorsqu'elle répond à nos questions. « Je suis l'heure. N'êtes-vous pas Marie-Louise B ? Je l'étais autrefois, aujourd'hui je suis l'heure. L'heure fixe, l'heure, c'est ma personne même. Il faut savoir arrêter pour toujours la plus grande heure que l'on a. » C'est en 1928 que la doctoresse Pascal tenta sa première expérience de psychanalyse pharmacodynamique. Certains stupéfiants, pensa-t-elle, comme le hashish, la cocaïne, l'éther, provoquent chez un être lucide une courte folie. Ne pourrait-il déterminer chez un fou une courte lucidité? En agissant avec prudence, sans exagérer les doses supportables à l'organisme, que risquait-on? Ainsi fut tentée l'ascension dans la stratosphère. Les prévisions de la savante se trouvaient réalisées. Entre la démence et la raison, mademoiselle Pascal dut supprimer les barrages. Le mutisme, l'autisme, l'hostilité, l'incohérence. Chacune des agitées du 4e pavillon était bloquée dans son délire. On obtint pendant quelques heures un déblocage. En 4 ans, la méthode put être perfectionnée. On étudia le dosage de la drogue miraculeuse, la direction de l'analyse psychique. On utilisa isolément ou en combinaison l'éther, le protoxyde d'azote, la strychnine, la cocaïne, le hashish, le peyote comme agent d'exploration. On connaît aujourd'hui les poisons et microbes qui blessent ou tuent l'intelligence. À Sainte-Anne, M. Medakovitch les enferme dans des tubes et photographie la fêlure du cerveau. Dans cette recherche insensée, j'ai été guidé par le plus subtil, le plus ardent, le plus doux des détectives, Mademoiselle Pascal, médecin-chef des asiles publics d'aliénés de la Seine. Oh, l'étonnante enquête! Sans chimie ni scalpel, la savante demoiselle analyse et dissèque. Voici qu'elle a pu révéler quelque chose. Ce n'est pas le minuscule bâtonnet bleu, hématozoaire, spirille ou vibrion que j'aperçois maintenant au microscope. Le Micrococcus prodigiosus du docteur Pascal a un tout autre aspect. Il me semble le reconnaître malgré mon ignorance.
Il m'apparaît sous la forme d'un petit bonhomme nu, le visage à moitié caché sous une sorte de casque avec je ne sais quel entonnoir pendu au côté. Le bandeau, le carquois. C'est Cupidon. N'est-ce pas émouvant de découvrir dans un laboratoire, avec tout l'attirail de la science moderne, un petit dieu olympien parmi les bacilles? Ainsi les savants retardent sur les poètes qui, 30 siècles plus tôt, avaient déjà dépisté et dénoncé l'enfant criminel armé de flèches. Le meurtrier de l'âme, c'est l'amour. Lorsque mademoiselle Pascal eut revêtu la blouse professionnelle, Toby tourna et frétilla autour de nous. C'est un fox, modèle d'avant-guerre, à poil ras, trop bien nourri, gras comme une saucisse et qui a précédé sa patronne dans l'établissement. Il suivait l'ancien médecin-chef chaque matin dans sa visite. Il a continué avec le nouveau. Il s'arrête devant le lit des malades, il a ses préférés auxquels il fait des gentillesses. Il ne suscite que des sympathies, même dans la salle des agités, des furieuses et des homicides. Ce chien aliéniste a pourtant un seul ennemi, le chat qui va errant par les préaux ou dort dans le creux du tablier entre les genoux d'une sénile. À l'entrée de Toby médecin, le matou interné bombe son dos, dresse sa queue, hérisse sa moustache à 3 fils. Invariablement, dès la porte ouverte, avant même le bonjour à ses pensionnaires, les premières paroles de mademoiselle Pascal sont « Attention au chat !» Ainsi dit-elle aujourd'hui, comme les autres jours, en pénétrant dans le dortoir du 4e pavillon, et, sur son ordre, l'infirmière emporta dans une salle voisine le seul habitant de l'enfer qui ne fut pas un démon. Je n'entrais pas ici pour la première fois et j'étais encore saisi, dès le seuil, par la même angoisse. La malade du lit situé à côté de la porte avait manifesté, en nous voyant, la même indignation. Le buste droit, la poitrine débordante, elle nous accueillait par des injures. « Voilà les gibiers de guillotine, ça ose porter la Légion d'honneur, ces voyous, je suis ici chez moi, vous entrez sans frapper, il faudrait voir à me respecter. Nous réclamons des égards, je vous montrerai qui je suis. » À côté d'elle, une fille au visage exsangue, blanche comme un pierrot, surgissait des draps, courait au-devant de nous, maladroite sur ses jambes maigres, les bras emprisonnés dans une camisole. « Attention, elle veut vous mordre !» Mais elle tombait et ne pouvait se ramasser. Comme on la recouchait, elle criait d'une voix perçante. « Voulez-vous me faire sortir tout de suite? Est-ce que ça va finir? Vous croyez que vous allez me garder comme ça? Allez, houste, dépêchez! M'entendez-vous, crapule ?» Dans 50 lits, 50 fureurs. Elle chantait, riait ou gémissait, parfois dépoitraillée et retroussée, debout sur le matelas, elle dansait horriblement. Chaque matin, à la visite, l'entrée du médecin et de l'interne déchaînait le tumulte. Il y a quelqu'un qui a une édition de ça? Oui. Donc, voilà, c'est le numéro 218 de la revue Détective. Et puis, il y a donc le livre qui a été publié après. Vous voyez que c'est tout à fait vivant et intéressant la façon de décrire la psychiatrie de l'époque et la personnalité de Constance Pascal. C'est tout à fait remarquable. 1932, voilà. Voilà. En 1932, donc Constance crée le premier centre de transfusion sanguine et les malades, on voit, sont payés, on leur propose de donner leur sang pour 1 franc le centimètre cube, ce qui fait 20 à 30 francs le don de sang. Et on s'est noté que ce n'est pas douloureux et sans danger pour le donneur. Et puis, dans toutes ces activités, elle donne aussi des cours aux infirmières. Il faut dire qu'à l'époque, le personnel était recruté sans compétences particulières. Et donc, ils étaient formés sur le tas, comme dit Aimé Lebeau. Et Aimé Lebeau, donc, est une infirmière qui a travaillé avec Odette, entre autres, et qui était rentrée quelques années plus tôt avant qu'arrive Constance Pascal, après avoir été vendeuse au grand magasin Dufayel à Montmartre. Donc, elle était passée des grands magasins Dufayel à l'asile de Maison-Blanche. Et donc, nous l'avons rencontrée en 2017. Elle avait 104 ans. Elle nous racontait un petit peu dans un entretien avec Odette comment elle avait reçu cet enseignement. Ben, j'avais pas 20 ans quand je suis rentrée.
Oui, je suis née en 1913. Donc en 1933, vous êtes arrivée à Maison-Blanche. L'école des Bleus, oui, mais moi, je n'ai pas été avec les Bleus, moi. Alors comment vous vous êtes formée alors? Eh bien, sur le temps, c'est le cas de le dire, en parlant, et puis voilà. Ah bon? Ben oui, on avait quand même, les médecins faisaient des cours, et ils faisaient des très bons cours, et puis j'avais mon crayon, mon papier, et je notais. Et quand je rentrais, je faisais au propre et je faisais un cahier. Elle est toujours vivante? Ah oui. À 110 ans, là. Oh oui, théoriquement, elle a 108 ans, c'est ça? 108. Donc, oui, Aimée est à 108 ans maintenant. Elle n'est pas trop détériorée. Bah, Elle est en maison de retraite voilà. quand même. Non. Parce que là, quand on l'a interviewée, elle était encore chez elle. Oh oui, elle était chez elle. Ah ouais. En 1935, Constance Pascal écrit Chagrin d'amour et psychose. Et puis un reportage sur elle dans Vue, Les folles d'amour, où il parle de son travail. En 1933, elle est membre du jury du concours de recrutement des médecins des asiles. Et 3 femmes seront reçues cette année-là. Et donc, elle est ravie de ça. On va l'écouter. Ce concours a été surtout illustre par ses succès féministes. 3 femmes ont emporté la victoire, et j'espère la gloire. 3 femmes fonctionnaires de plus dans la société actuelle. C'est un record que le féminisme n'a pas encore battu au concours du Médica. À l'époque lointaine où je me suis présentée à l'Adjuva, on discutait encore si la femme avait une âme. Au dernier concours, on ne discuta que la valeur des épreuves et j'ai eu la conviction nette que si tous mes collègues n'étaient pas féministes, ils n'avaient aucune hostilité envers les candidates. La question professionnelle, utile aux femmes, qu'on a agitée est la suivante. La femme peut-elle diriger un service ? En 1936, elle rencontre Henri Sellier, qui est à ce moment-là ministre socialiste de la Santé, et le docteur Édouard Toulouse, son conseiller technique, autour de la création des dispensaires, quand même en 1936. Le 5 avril 1937, par décret, l'asile devient hôpital. Et le même mois, elle reçoit un courrier donc, de Jean Painlevé, qu'on voit à droite, qui est fondateur du cinéma scientifique, et qui dit son intérêt donc, pour le scénario qu'elle lui a envoyé. Le scénario s'appelle La goutte de sang. Alors quand même, elle a créé le centre de transfusion sanguine et le scénario, c'est sur la recherche et la reconnaissance de paternité. Et on voit là, finalement, on est à la croisée des chemins entre quand même le professionnel et le personnel. Dans ce scénario qu'on aimerait bien voir un jour, quand même, ce serait intéressant de voir. Et puis... Et donc, on voit aussi derrière les frères Lumière qu'elle a connus. Et donc, elle était tout à fait prête à faire ce travail recherche vraiment qui est à la croisée de ses chemins professionnels et personnels. Et donc, on en termine donc par le plan personnel. En 1928, Constance tombe malade et on lui trouve un cancer du sein. En août, alors voilà une photo de sa fille Jeanne avec Justin. Et donc, Justin, qui jusque-là était son parrain, le 17 août, donc un mois avant ses 14 ans, Constance annonce à Jeanne que son parrain est en fait son père. Mais elle lui demande d'en garder le secret. Donc, elle le sait, mais il ne faut pas le dire. Comme elle avait gardé le secret sur le fait que sa mère adoptive était en fait sa mère biologique. Jeanne tiendra ce pacte jusqu'en 2001 avec l'article publié dans l'Information psychiatrique grâce à Jacques Chazot. Le général écrira donc quand il sait que sa fille sait que c'est lui le père, il écrit des lettres affectueuses à Jeanne et Constance pour reconnaître sa paternité et s'engager à faire tout son possible pour le bien-être de Jeanne. Mais il ne signera pas ces lettres.
Constance attendait qu'il légitime sa fille, ce qu'il n'a pas fait. Elle écrit « Cette sentimentalité mêlée de prudence est caractéristique de l'homme ». En 1930, Jeanne prend des cours particuliers d'anglais pendant quelques mois avec un étudiant gallois qui s'appelle Edmund Trace. Et pour l'anecdote, elle n'est pas bonne en anglais, mais elle n'est pas bonne non plus en maths. Et qui est-ce qui l'aide à faire ses problèmes de maths? Eh bien, c'est Alfred Dreyfus, qui est un ami de son père. Et quand elle va voir son père, eh bien, Dreyfus l'aide à lui faire les devoirs. Mais elle est excellente en histoire. Donc, cette photo est prise au Jardin des grands explorateurs, appelé par les Parisiens le Petit Luxembourg. Constance et Jeanne ne seront pas conviées à ses obsèques au Val-de-Grâce par le baron Xavier Rey, qui était son ancien chef d'état-major, chez qui il logeait d'ailleurs, et qui avait qualifié Jeanne de fille du péché. Elles resteront dans la foule à l'extérieur de l'église. Constance écrit à sa fille « Il n'a pas voulu faire son devoir envers toi, il aurait pu le faire, la paix sur ses cendres, mais une trêve aussi sur les mensonges. » En 1937, c'est l'exposition universelle à Paris. Et donc, Constance visite avec Victor Sénéchal, qui est un ambulancier de Maison-Blanche, communiste. Elle visite le pavillon de l'URSS, où ira d'ailleurs aussi Madeleine Pelletier. Peut-être pas le même jour. Et de passage à Paris aussi pour l'exposition universelle, Edmund leur rend visite. Donc, on est en 1937. Constance prend sa carte au Parti socialiste. Et elle aide des résistants allemands qui, comme tu l'as dit, qui partaient en Espagne rejoindre les brigades internationales. Dans le même temps où Aimé Lebeau, qu'on a vu tout à l'heure, militante communiste, il partait pour soigner les blessés. Et donc, on va proposer une vidéo où Aimé raconte ce moment. Ouais, c'est la télé. À la guerre d'Espagne, toutes les infirmières de tous les hôpitaux de Paris et même les hôpitaux de la région, on partait 15 jours pour soigner les blessés. Et moi, comme j'avais ma fille aînée qui était déjà au monde, j'hésitais à m'en aller. Et puis, pour en finir, j'ai fait les derniers 15 jours pour aller à la guerre d'Espagne, la centrale sanitaire internationale. Voilà le titre de l'association, la centrale sanitaire internationale. Alors j'ai soigné les blessés pendant 15 jours, et au bout des 15 jours, c'était fini, Franco avait gagné, nos camarades étaient battus, et on n'avait plus qu'à rentrer chez nous. Alors ça a été un jour. J'ai du mal à en parler, à chaque fois je chiale. Revoici le pavillon en couleur cette fois-ci, où Constance a passé donc les 10 ans de sa vie. Le 17 juillet, Jeanne devient majeure, et le 21 décembre, Constance meurt, donc dans ce pavillon à Maison-Blanche. Elle avait écrit ses dernières volontés en 1933. Mes dernières volontés. Si le malheur arrive, voici ce qu'il faudra faire. Ne pas pleurer, c'est inutile. S'occuper de mes obsèques très rapidement, un cercueil solide pour que les vers n'entrent pas dedans. Si ceci n'est pas trop cher, acheter un caveau pour nous deux dans un cimetière de campagne proche où tu peux venir me voir de temps en temps. Aucun frais d'enterrement, défense absolue de parade, de corbillards, de chevaux empanachés, de discours, de pleurs, de couronnes. Rien que ma voiture qui ira vite me déposer dans le trou. N'invitez pas les soi-disant amis, je ne veux que Jeanne Strecher et toi. Tu dois faire tuer les chiens pour qu'ils ne souffrent pas. Toi,
je te conseille de vivre avec les étrangers. Je n'ai pas d'amis, pas de famille, je te laisse seule. Débrouille-toi, vive, tu es intelligente, tu as le droit à la vie comme les autres. Adieu. Le 23 décembre, elle est enterrée donc au cimetière de Neuilly-sur-Marne en présence de Jeanne Pascal et Jeanne Schrecher, seule et silencieuse, comme l'écrit Jeanne. Sur la tombe, seule l'initiale de son prénom, Constanza, devenue Constance, au profit de l'inscription en toutes lettres de sa fonction au féminin, doctoresse. Doctoresse, c'est Pascal. Et là, voici. Donc, en 1939, Jeanne est brillamment reçue à l'agrégation d'histoire et enseignera au lycée de Lisieux, Rouen et Versailles. En 1945, à la Libération, Edmond lui écrit, puis l'emmène vivre en Angleterre. En 1946, il se marie. Voilà, Edmond. Il se marie. Jeanne sera membre de la mission culturelle française au Royaume-Uni. En 1951, naissance de Margaret Constance Reiss-Pascal, qui sera médecin gynécologue, universitaire, aujourd'hui professeur émérite, garante de la mémoire de sa grand-mère et qui transmettra ses noms et prénoms à sa descendance. Maintenant, on va poser la question de l'oubli et de la... Dans sa conclusion sur sa thèse sur Constance Pascal en 1997, Jean-Michel Barbier trouve surprenant qu'on ne se souvienne pas de Constance Pascal au regard de l'apport théorique. Il s'étonne de l'absence de publication, y compris par ses contemporains. C'est Jacques Chazot, en 2001, dans la formation psychiatrique, qui lui rend hommage et il écrit d'elle « Constance Pascal, la première femme médecin-chef des asiles, la pionnière de la pédopsychiatrie, la chercheuse et l'inlassable thérapeute, totalement vouée et dévouée à sa vocation. » Elle publia une thèse ainsi qu'au moins 50 écrits, et elle donc semble mériter, aux yeux de Jacques Chazot, le retour dans l'histoire, dans la mémoire de l'histoire de la santé mentale. Il pense que c'est assez injuste qu'elle soit oubliée. Il considère qu'on lui rend hommage au moment des thèses sur la schizophrénie et que c'est quand même limité comme rappel de Constance Pascal. Donc, il trouve indispensable de pouvoir la faire à nouveau connaître. Il dira d'elle aussi, quand il la décrira, qu'elle finira un des postes les plus prestigieux, qu'elle était pleine de féminité, de grâce, de beauté, qu'elle avait une opulente chevelure et très élégante, toujours très élégante. Elle faisait preuve de beaucoup de compassion, sa nature maternelle vis-à-vis des patients. Elle était très valorisante du personnel par rapport au personnel, sans pour autant perdre de son autorité. Elle était par ailleurs très exigeante vis-à-vis de l'administration qu'elle considérait parfois ignorante et un peu sénile. Jacques Chazot permettra la réédition de Chagrin d'amour et Psychose qui a été publiée en 1935. Cette publication sera à nouveau faite en 2000. Elle fut oubliée aussi, non pas en tant que professionnelle, mais en tant que féministe. Et le Congrès international de mai 2011 sur les féministes de la première vague sous la Troisième République permettra, grâce à Félicia Gordon, d'apporter un éclairage sur l'engagement féministe de Constance Pascal, souvent oubliée ou méconnue. Sa fille écrira « Ma mère, restée proche des féministes et des milieux de gauche, prouvait par son action médicale et sociale que la femme ne doit plus être traitée en inférieure et qu'il y a plusieurs façons de combattre pour la même cause. » Notre association Histoire et Mémoire de Maison Blanche, à l'occasion de la Journée de la Femme 2011, tient à rendre hommage à Constance Pascal, qui est peu nommée dans les structures de soins, elle est insuffisamment nommée. Et à l'occasion de ces journées, notamment les journées du patrimoine que
nous avions édité Plan virtuel et nous avons donné à Constance Pascal une place qui s'appelle la place Constance Pascal entre Marie Vitiello, la rue Théodore-Simon. C'est une manière, un petit clin d'œil pour rappeler qui était Constance Pascal et la figer dans l'espace de Maison Blanche. Voilà. Les gens ont une mode. Ouais. Ma directrice de thèse qui est à Oxford, qui était très, très, très connue, qui est morte en 83, je l'oublie jusqu'à 2013, où maintenant il y a un prix Cochrane en son nom. Ouais. En plus, c'est que Constance Pascal ne voulait pas qu'on parle d'elle après sa mort. Donc, la façon elle s'est fait oublier d'une certaine façon. Ouais. Alors, c'est ça que je crois que c'est ça aussi a dû faire. Et en plus, il faut dire qu'en France, l'histoire des femmes dans le féminisme, etc., ça est venu assez tard. C'est surtout, il faut dire, c'est surtout les anglo-saxons qui ont travaillé là-dessus avant. Moi, enfin, il y a beaucoup, mais moi, comme je travaillais sur Pelletier d'ailleurs, il n'y avait personne, paraît-il, qui s'y intéressait. Après, oui, après énormément. Et il y a eu des conférences, etc., à Paris, mais ça a commencé assez tard en France, je trouve. Et alors, c'est peut-être qu'une femme en la psychiatrie, elle aussi, elle n'était pas assez importante au point de vue de ses collègues, enfin, plus modernes, soi-disant. Je ne sais pas, mais l'oubli, c'est curieux. Non, c'est la même chose en Angleterre. Bien, pour aller en école de médecine à Londres, j'ai dû faire, en Angleterre, il y a le système A-Level pour entrer en université. J'ai fait un A-Level en français en 1 an pour avoir un A, pour être en bonne compétition avec les candidats mâles. Ils avaient 25% des étudiants en médecine, c'était des femmes. Le reste, c'était les mâles. Maintenant, pour les femmes, c'est plus de 50%. Essayez de se promouvoir en gynécologie. On vous disait, faites le planning familial, donc le 0. J'ai dit non, je veux faire un PhD, un DPhil à Oxford. Mais j'allais à beaucoup de conférences, j'étais la seule femme qui parlait. Et même en 2007, quand ils ont célébré les 70 ans des départements Nuffield à Oxford, il n'y avait aucune femme qui parlait, il n'y avait aucune femme qui était en train qui contribuait à cette conférence d'un jour. Donc, toutes les femmes en académie à l'université ont râlé. Et ça a contribué au mouvement Female Swan pour avoir l'égalité des femmes dans les études supérieures. Citation du livre de Constance Pascal, Chagrin d'amour et psychose. Donc, on termine avec cette très belle citation de Proust, qui est, voilà. Si cette grande marée de l'amour s'est retirée à jamais, pourtant, quand nous nous promenons en nous-mêmes, nous pouvons ramasser des coquillages étranges et charmants et, en les portant à l'oreille, entendre avec un plaisir mélancolique et sans plus en souffrir la vaste rumeur d'autrefois.
Très bon. Là, on terminait, j'annonçais que pour les Journées européennes du patrimoine 2021, on espérait poursuivre et faire une exposition sur le site de l'hôpital de Maison-Blanche à Neuilly-sur-Marne, faire une exposition sur Constance Pascal. Donc, on espère que vous serez là, qu'en Angleterre, ça sera apaisé. Enfin, bon. C'est en septembre, c'est le 3e week-end de septembre. Donc, on espère qu'il y aura Margaret et vous en septembre pour les Journées du patrimoine. Voilà. On verra, on verra. Ouais, on verra. On croise les doigts. Ouais. Oui. On croise les doigts. Oui. On peut peut-être prendre un quart d'heure s'il y a des questions. Oui, je ne sais pas si, pour les personnes qui sont encore présentes, si vous avez des questions à nous poser. 8 personnes, oui. Oui, dont nous, oui. Non. Sans nous, 8 personnes, je crois. Si, non, moi je crois tout le monde. Donc, je ne sais pas. Vous pouvez rallumer vos micros et poser vos questions si vous avez des questions. On peut poser la question sur Madeleine. Non? Il y a Paulette Simon. Ah oui. Pardon. On peut poser la question à Félicia sur la plaque sur Madeleine, non? Ah oui. Bah oui, tiens, vas-y. Félicia, Oui. je m'interrogeais, l'autre fois on parlait de Madeleine Pelletier, là on parle de Constance, mais quand on parle de Constance Pascal, on s'intéresse à Madeleine Pelletier. Et j'étais étonnée de voir sur la plaque où vous étiez justement à l'inauguration qu'ils aient marqué doctoresse Madeleine Pelletier. Alors je pensais qu'elle voulait qu'on l'appelle docteur. Ah, ça se peut bien, oui. Je crois qu'elle n'insistait pas sur le docteur. Hein. Je ne sais pas. Lu quelque part où ils disent, enfin, je l'ai lu quelque part, je ne sais pas si c'est. Oui. Mais de toute façon, enfin, Constance Pascal et Madeleine Pelletier se connaissaient, mais je ne crois pas qu'ils s'entendaient pas très bien, hein, à mon avis. Parce que même Pelletier qui était toujours prête à dire n'importe quoi sur n'importe quelle personne qu'elle n'aimait pas, n'est-ce pas? Elle ne parlait pas de Constance Pascal. Je crois qu'elle a dû l'admirer, mais elle n'était pas du même point de vue, si vous voulez. Donc, on n'a pas discuté du tout, même qu'ils ont été tous les deux à Villejuif en tant d'internat, n'est-ce pas? Oui. Mais on a l'impression qu'elles avaient beaucoup de points communs d'une certaine façon. Oui. Mais elles étaient solitaires, ça semble être difficile, les amitiés avec les gens. Oui, exactement. Non, je crois que c'est absolument vrai. Mais Constance Pascal, quand même, puisqu'elle était étrangère, enfin, elle était immigrée en France, elle avait beaucoup peur, je trouve, de se mêler trop en politique. Parce que, en tant que. Alors, il fallait vraiment. Et poursuivre sa carrière en tant que femme dans la profession psychiatrique, elle suivait une certaine route moins dangereuse que Madeleine Pelletier. Madeleine Pelletier suivait la voie politique en tant que féministe et socialiste plutôt que la médecine, me semble-t-il. Parce que vous, Félicia, vous avez aussi consacré un livre à Madeleine Pelletier. Oui. En anglais, ça s'appelle Integral Feminist. Enfin, ça veut dire féministe intégral. Et alors, j'ai écrit ça, je crois, en 1999, je crois. Et puis, c'était après, j'avais fait une maîtrise à l'université de East Anglia et j'avais une thèse sur les écrits médicaux de Madeleine Pelletier et psychiatriques. Et ensuite, j'avais fait pas mal de recherches. Mais il n'y avait personne à ce moment-là, pas beaucoup de monde qui s'y intéressait, je trouve. Et surtout, il y avait quelques
articles, surtout par des professeurs américains qui voulaient dire que Madeleine Pelletier avait échoué dans ses projets, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, les femmes n'ont pas eu le droit de vote pendant sa vie. Mais moi, je trouvais que Madeleine Pelletier, c'était pas un échec. Ce n'est pas un échec, c'était quelqu'un de formidablement courageuse. Oui. Oui. Oui, et aussi hyper active. J'ai vu qu'elle a écrit des romans, enfin, elle a fait énormément de choses. C'est vrai que j'ai vu qu'un documentaire lui a été consacré, mais c'est aussi une... Je m'excuse, parce que je vais me tourner. Oui. J'ai la fenêtre derrière moi, donc attendez. Ça va mieux? Ah, ah oui, c'est ça. Oui, oui, on voit vos Parce que bouquins, j'avais tout la ça. fenêtre derrière. Oui, d'accord. Alors. Oui, c'est Ok. ça. Elle est allée en Russie. Enfin bon, c'était. Oui, toute seule. Oui, c'est ça. C'était vraiment une aventurière. Enfin, Elle est allée sur les champs de guerre pendant la Première Guerre mondiale. Ah oui, c'est ça. En vélo. Oui, c'est ça. Ah, en vélo. Et vélo. personne ne voulait d'elle, j'ai vu. Hein. Personne ne voulait de Madeleine Pelletier. Ah, nous avons votre plafond en bois. Oui, voilà. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Et sinon, on a demandé, tout à l'heure, il y avait Margaret Reis Pascal, sa petite fille, là, elle est partie. Hein. Et donc, on lui a demandé. Ah non? Ah voilà. bon? Ah bon, c'est administrateur, c'est pour ça. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Parce que on va essayer de retrouver son dossier aux archives du Parti socialiste. Ah bon? Comme elle a pris, on va essayer. Vendredi, Anne-Marie Garnier, là, qui est intervenue, donc elle a rendez-vous pour essayer d'avoir les archives du PS et qu'on essaye de voir un peu s'il y a des infos, enfin voilà. Parce que je crois qu'elle l'a fait vraiment en 37, enfin à la fin, un peu avant qu'elle ne meure. Je crois que ça a commencé en 36. Ah oui, quand il y a eu... Parce que quand il y a eu les Allemands communistes qui venaient d'Allemagne, et c'était Victor Sénéchal qui les a fait travailler dans notre propriété. Ah oui. Ils ont fait des travaux, c'était en 36, avant d'aller en guerre d'Espagne, où ils sont morts. Donc, ils ont fait des travaux aussi. Ah oui, donc il y a eu des... Non, parce que c'était une filière pour employer les gens avant qu'ils puissent aller en Espagne. Donc, ce que vous avez découvert avec le centre infirmier à Maison-Blanche qui s'occupait des malades et des gens pris dans la guerre en Espagne, c'est drôlement intéressant et ça, je ne savais pas. Ah oui. Ah oui. Moi, j'entends pas tout ce qu'elle dit. Bah, viens, rapproche-toi. Ouais. Donc, c'est 36 alors là. Ouais, 36. Ouais. Je crois que ça a dû commencer en 36. Quand elle a eu sa carte, je ne suis pas sûre. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça a été gardé. Ah oui, parce que quelque part, on voyait que vous aviez conservé sa carte du PS. Mais je crois que je l'ai vu. Non, je ne suis pas sûre. Ah bon? Vous l'avez vu, Félicia? Je crois que je l'ai vu chez Madame Riss, oui, mais je ne suis pas certaine. Je ne sais pas, est-ce que j'ai une photographe dans mon livre de sa carte? Il n'y a pas de photographie dans votre livre. C'est marqué. Peut-être vous l'avez vu et c'est classé quelque part. Parce que dans le livre, Félicia Gordon dit qu'il y a... c'est dans les archives familiales. Que c'est dans les archives familiales. Bien, vous l'avez vu parce qu'il y a les trucs que ma mère m'a montré, les choses qu'elle vous a montrées. Oui, ah c'est oui. vrai.
Mais sinon, en France, il reste beaucoup de documents dans votre petite maison? Ou vous avez tout rapatrié, tous les documents Oui, importants? oui, Oui, vous les avez rapportés. L'essentiel est ici. Oui, bah oui, oui. Ouais. Mhm. D'accord. Margaret, est-ce que la maison est toujours le même que moi je l'ai visitée? C'est-à-dire, c'est une espèce de mémorial à Constance Pascal. Absolument, c'est le mémorial. Oui. Oui. Ça a été retapé, mais c'est la même chose. The Shrine. Oui. Oui, ce serait intéressant de pouvoir y aller. Hein. Et oui. Non, mais il faut attendre la fin de Covid et ben oui, les bêtises politiques avec Covid, Brexit, Boris, Macron. Attention, vous êtes enregistrés. Non, mais c'est vrai. Non, je plaisante. Non, le problème, c'est la géopolitique des vaccins et Brexit, tout mélangé. Oui, oui. Alors, je crois que je dois vous quitter parce que j'ai de la famille ici qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors, c'est la fête, alors. Alors, au revoir et merci oui, beaucoup bah merci, pour tous vos efforts. Felicia. C'est formidable ce que vous avez oui. fait. Merci. On va essayer de refaire, dès qu'on pourra se voir, on va faire une vraie conférence en se voyant et oui, sans être dépendant formidable. des ordinateurs. Et avec, justement, ce qu'on voudrait faire, c'est vraiment dans le pavillon sanatorial, là, qu'elle a quand même inauguré en 1935, au sanatorium de Maison-Blanche, qui doit être gardé. Et donc, on va vraiment essayer de faire quelque chose dans ce lieu-là, avec une exposition, des conférences. Et on aimerait bien, effectivement, pouvoir faire un vrai travail avec vous, enfin, ensemble, parce que franchement, ces ordinateurs, ça commence à être très frustrant. Merci beaucoup. Hein. Merci à vous, merci Alicia, à bientôt. Merci, à très bientôt, merci beaucoup. Bon, on va conclure. Oui. À moins que... je sais pas, c'est toi qui as... Bon. On va conclure cette conférence. Oui. Hein? Vas-y. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, on est tip-top dans les temps, là. Hein, il est 16h25. Est-ce qu'il y a des questions? Ah non, c'est pas... voilà. Est-ce que... Non, il n'y a pas de questions. Alors, moi, j'ai mis dans la discussion le lien pour notre site. Donc, je ne sais pas si... Ah, qu'est-ce que c'est, la plus? Regarde, c'est quoi? Oh, pardon. Je vois qu'il y a quelque chose. C'est quoi? C'est discussion. Ah oui, voilà. Donc, il y a quelqu'un... Non, c'est toi. Ah, bah, c'est moi. Voilà. Non, c'est ça. C'est moi qui ai noté, donc... dans discussion, j'ai mis le lien du site. Voilà. hmmaisonblanche.fr. Merci pour votre écoute. Et votre patience. Désolée pour le contexte. On espérait vraiment avoir des façons plus faciles et ça devient très difficile. Les visios, on va peut-être, on espère faire mieux la prochaine fois. Pour circuler. Et merci Margaret. Désolée pour la technique. On ne maîtrise pas tout comme on voudrait. Mais on continue le travail et cette recherche, de toute façon, on va essayer de le mettre sur des supports et puis faire une vraie conférence. En existentiel. Oui, en existentiel, comme dit Odette. C'est plus beau que le présentiel. Et merci à tous pour votre patience et à une prochaine fois. Oui, à bientôt. De toute façon, si on a des questions à vous poser, Margaret, on sait que vous êtes là, toujours prête. Bien, mais moi, je pense qu'il faut penser plus grand et avoir un site Internet avec les femmes qui ont transformé la médecine en France. Oui. Ouais, ce serait intéressant, c'est vrai. Et avoir une compagnie professionnelle qui vous aide.
Ça coûtera peut-être quelques euros, mais ça sera bien mieux. Comme vous avez vu le truc avec WNEU, où il y a sur ma grand-mère et des autres Women Ah in oui, Neuroscience, avoir l'équivalent avec les femmes qui ont transformé la médecine en France. Oui. Tout un projet, tout un programme. C'est tout un projet parce que en ce moment, je suis occupée sur des travaux pour des recommandations, comment s'occuper des femmes ménopausées chez les employeurs et dans l'emploi. Et on voit très clairement que c'est très avancé en Angleterre, c'est très avancé dans les Pays-Bas, c'est très avancé en Australie. La France reste l'Europe, zéro. Donc, il y a une attitude sur les femmes et comment médicaliser ou pas médicaliser qui varie avec les cultures. Ah ouais, non, c'est intéressant. La France est très en retard quand même. La France est très en retard, l'Italie, l'Espagne, l'Europe de l'Est. Ah oui. Oui, pareil pour le féminisme, hein, c'est ce que disait Félicia. Hein, non. On est toujours à la traîne Ouais, quand on même. est toujours à la traîne. Bien, donc à bientôt. Oui, merci. À très bientôt. À Au revoir. bientôt. Au revoir, Bon, donc, Margaret. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde et puis peut-être merci. à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah oui, c'était